bienvenue aux participants qui nous ont rejoints à cette édition de Le Vert vous va bien, donc votre webinaire mensuel sur le développement durable. Le thème du jour, c'est réduire votre facture d'eau et sécuriser votre approvisionnement. Donc, qui n'est pas un thème choisi au hasard, puisque nos partenaires, l'Office de l'eau, qui sont présents aujourd'hui, réalisent une opération qui s'appelle Une semaine pour l'eau 2023, qui commence aujourd'hui et qui se termine donc samedi le 26 mars, avec plus d'une quarantaine d'actions et d'animations sur tout le territoire qui sont consultables sur leur site internet. Donc, avant d'aller plus loin, quelques consignes. Donc, premièrement, pensez à garder vos micros et vos caméras coupés pour le bon déroulement du webinaire. N'hésitez pas à utiliser le fil de discussion pour poser vos questions et à interagir avec nous. Donc, les questions, nous y répondrons à la fin du webinaire, pas d'inquiétude. Et puis, je vous informe aussi que ce webinaire est enregistré. Donc, le replay sera disponible sur les réseaux sociaux, notamment sur la page YouTube de la CCI Martinique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire une petite introduction pour rappeler un peu le cadre dans lequel nous sommes pour nous réunir aujourd'hui sur ce sujet. Donc, je vais vous présenter un petit peu la CCI Martinique, qui existe depuis plus de 260 ans. Donc, c'est une porte d'entrée incontournable pour la plupart des entreprises qui est assez connue. Ce qui est en revanche moins connu, c'est son réseau de conseillers qui sont aussi présents sur tout le territoire, puisque nous avons des agences au Carbet, à Trinité et au Marin, en plus du siège à Fort-de-France et du centre de formation Skidfort qui se trouve à Cheshire, pour accompagner toutes les entreprises du territoire, donc sur diverses thématiques qui se rejoignent tout au long du cycle de vie d'une entreprise, donc depuis sa création, son développement, les formations, tout ce qui est préparer l'avenir, se développer, effectuer les formalités, donc de début et de fin. Aujourd'hui, ce webinaire il est organisé par le Pôle Environnement, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui est aujourd'hui composé de 2 conseillères d'entreprise spécialisées, donc Madame Isabelle Lise, qui est la chef du pôle, qui s'occupe des thématiques énergie, risque, biodiversité et développement durable, et moi-même, donc chargée de mission eau et assainissement depuis peu en convention avec l'Office de l'eau. Donc, nous avons aussi une convention avec l'ADEME sur les thématiques déchets et économie circulaire, qui sont pour l'instant traitées donc, par Madame Isabelle Lise. Donc, nous vous accompagnons de 2 façons différentes, donc soit en individuel, donc c'est très simple, vous prenez contact avec un conseiller ou vous pouvez passer par le standard de la CCI, donc qui va vous diriger vers le bon conseiller et vous expliquer votre demande, ou en accompagnement collectif, donc comme c'est le cas aujourd'hui, au cours d'un webinaire, d'un atelier ou d'un événement que nous organisons. Donc, le Vert vous va bien, c'est un rendez-vous mensuel qui a lieu normalement tous les 3e jeudis du mois. Aujourd'hui, nous sommes un lundi. C'est un peu spécial vu que c'est une édition spéciale dans le cadre de la semaine pour l'eau. Donc, je vais laisser la parole à notre premier intervenant qui s'appelle Monsieur Trigodet, qui va se présenter. Et puis, j'ai préparé plusieurs questions pour Monsieur Trigodet par rapport à notre thème. Donc, il y répondra au cours de sa présentation. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, on m'a demandé d'intervenir pour présenter un peu, en tant que professionnel, quelque chose d'un peu précis sur l'eau et sur ce qu'il faut faire pour essayer de trouver des solutions du point de vue de l'eau au niveau de l'entreprise. Pour ma part, je suis responsable d'exploitation chez Eiffage Énergie. Donc Eiffage qui travaille plutôt dans le bâtiment, mais nous, notre spécificité, c'est qu'on a un service, un pôle hydraulique dans lequel on travaille avec les clients qui sont les acteurs de l'eau en Martinique, à savoir Odyssey, à savoir la SME et principalement les collectivités locales. Donc, on travaille sur les activités de pompage d'eau potable, réservoir,
chambres à vannes, pompage d'eau usée, station d'épuration. Donc, sur tous ces sujets-là, on est là en accompagnement des exploitants et des collectivités locales sur place. Donc, on va commencer tout de suite par… Alors, je ne sais pas comment ça se passe, comment on fait pour les Oui, slides. je peux faire défiler, pas de Ouais. problème. Je fais ça et puis ça défile. Donc, en guise d'introduction, plusieurs choses de base. Premièrement, pourquoi l'entreprise a besoin de l'eau? Alors, l'eau, c'est un bien commun de première nécessité qui est autant de première nécessité pour le particulier, pour l'usage domestique, comme pour l'usage de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est impensable de considérer un passage à l'étape de l'entrepreneuriat sans avoir, à un moment donné, à prendre en compte la thématique de l'eau. Pour ceux qui travaillent dans des domaines particuliers, c'est assez évident, comme la restauration, comme on peut trouver un fleuriste, un coiffeur, une industrie qui va devoir nettoyer des outils ou du matériel qu'ils vont avoir à réutiliser. D'autres cœurs de métier se sentent peut-être moins concernés, mais ont tout autant une gestion de l'eau, enfin pas une gestion de l'eau en tant que telle, mais un recours à l'eau qui est indispensable. Simplement par le fait d'avoir un WC, un sanitaire à disposition du public. Les différentes formes d'eau qu'on trouve, en tout cas le découpage qu'on peut faire en termes d'eau qu'on peut retrouver. La première qu'on connaît tous, c'est l'eau potable. C'est celle qu'on retrouve à notre robinet, c'est celle que nous vend notre fournisseur d'eau, celle sur laquelle on n'a pas de questions à se poser parce que les eaux sont analysées, les eaux sont traitées, sont surveillées. Donc, on peut boire, on a la chance de faire partie des privilégiés et d'être de ceux qui peuvent boire de l'eau au robinet sans se soucier de savoir si elle est potable ou si elle n'est pas potable. Donc, le deuxième type d'eau qu'on peut trouver, ce sont les eaux usées. Donc, une eau qu'on connaît assez bien aussi par son odeur. Ça constitue les eaux qu'on peut… alors, les eaux de rejet qui peuvent être de formes diverses et variées, mais qu'on connaît au niveau de l'habitation, et comme les eaux noires qui sont plutôt les eaux de WC, les eaux du corps, on va dire ça gentiment. Les eaux grises qui sont plutôt les eaux de douche, de machine, de vaisselle, qui sont beaucoup moins chargées en matière et des pollutions beaucoup plus diluées en fait. Et ensuite, les eaux usées industrielles qui sont de nature diverses et variées qu'on verra par la suite. Les eaux pluviales, donc les eaux pluviales, c'est tout ce qui vient du ciel, tout ce qu'on peut récupérer, par la pluie, que ce soit les eaux de toiture ou des eaux de sol. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup parce que c'est une source d'eau qui est de plus en plus en vogue. Voilà, c'est de l'eau qu'on peut récupérer avant qu'elle parte à la rivière puis à la mer. Et ensuite, les eaux industrielles qu'on peut retrouver dans le système, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser des eaux, avoir les systèmes épuratoires qui sont recommandés derrière par rapport au type d'eau. Donc, il y a différentes échelles de niveau, il y a différents niveaux épuratoires. Mais une fois que les eaux sont suffisamment épurées, c'est dépendant aussi de la réutilisation qu'on en fait après, on peut réutiliser de l'eau industrielle de l'eau épurée ou de l'eau qui n'est pas de qualité alimentaire dans le système. Donc les eaux qui sont réutilisées, on appelle ça le reuse, donc c'est de l'anglais, ça vient de l'anglais, et c'est de plus en plus en vogue puisque les grosses entreprises, surtout qui consomment beaucoup d'eau,
ont vraiment à leur échelle un intérêt à avoir recours à ce genre de pratique. En tout cas, ils ont aujourd'hui un intérêt pour certains, et plus le temps va passer et plus ils y auront recours. Les conséquences de la mauvaise gestion de l'eau, forcément, quand on s'occupe pas de ce qu'on rejette, on va avoir des conséquences qui peuvent être de faibles à très importantes. On peut avoir le plus commun, c'est des bouchages. C'est dû à des corps gras, à des matériaux qu'on peut rejeter et qui finissent par boucher les canalisations. Donc ça pose tout de suite de gros problèmes. On reviendra dessus peut-être par la suite. Problème de corrosion aussi, si on jette beaucoup en fonction des canalisations qu'on a sur le réseau, si on rejette beaucoup de produits qui sont corrosifs, que ce soit de la soude, que ce soit de l'acide, on peut se retrouver avec des installations dégradées. Et après, l'impact écologique. Donc l'impact écologique, si on rejette pendant toute une activité, 5, 10, 15 ans de l'eau qui n'est pas traitée, on peut avoir des conséquences, parce que soi-même on le fait, des conséquences aussi parce que les autres le font à côté, donc des conséquences communes après. On peut changer de diapo. Donc voilà, un peu ce que j'ai pu dire avant. L'eau, un bien de base commun pour l'entreprise, utile pour l'activité, qui permet d'avoir accès à un nombre d'étapes qui sont primordiales. Et c'est une matière première aussi pour l'industrie et pour certains corps de métier. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on fait ça aujourd'hui, et qu'il est important de prendre conscience qu'il faut la préserver. Je crois que j'avais coupé le son, excusez-moi. Je disais, je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais en tout cas, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut bien prendre conscience que l'eau, il faut la traiter, il faut savoir d'où elle vient, où elle repart, et parce que c'est une ressource dont on a vraiment besoin et qu'il faut savoir pas seulement utiliser, mais aussi valoriser derrière et traiter, et qu'elle soit correctement qu'elle passe à l'étape suivante d'une bonne façon. Donc, je vous ai mis quelques chiffres clés de l'eau en Martinique, parce que je pense que c'est important d'avoir un cadre sur le discours. On va faire de la lecture, mais c'est relativement rapide. La production d'eau en Martinique, c'est 55 millions de mètres cubes par an. Il y a 76% de l'eau qui est produite pour l'eau potable. Le reste, il y a de l'irrigation principalement, pour laquelle on utilise de l'eau aussi, de la production d'eau. Les différents sites de production de l'eau, donc Saint-Joseph, le Gros-Morne, le Lorrain et Fort-de-France. Alors, il y en a d'autres, mais c'est les sites principaux, donc 85% de la totalité de la production d'eau en Martinique. À noter que la production est essentiellement dans le nord, donc forcément, c'est les montagnes qui ont tendance à récupérer le maximum d'eau et à permettre le meilleur site pour pouvoir avoir les captages de meilleure qualité. C'est vrai que le sud de ce point de vue-là est très dépendant du nord de la Martinique. Consommation moyenne par habitant, 164 litres par jour. Alors ça, c'est une moyenne qui est relativement normale. On dit qu'une moyenne traditionnelle, c'est 150 litres par jour et par personne. C'est là-dessus qu'on se base pour former les échelles des stations d'épuration qu'on peut faire.
ça représente ce qu'on appelle, nous, un équivalent habitant. Donc, on est sur une consommation relativement traditionnelle. Donc, 36 captages et 27 usines de production d'eau potable. Longueur du réseau, 3526 km. Donc, on n'imagine pas, mais il y a beaucoup de grandes longueurs. Et ce qui est plus problématique, mais ce n'est pas qu'en Martinique, mais c'est beaucoup le cas, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être conscient que le rendement du réseau peut être bon ou très faible. Alors, le rendement est assez différent d'une partie à l'autre de la Martinique, mais on peut aller jusqu'à des rendements à 57%. On est quasiment à la moitié de l'eau qui est produite, qui se retrouve perdue dans la nature, quoi. Donc, c'est vraiment très important. Je vous ai mis le lien de l'Observatoire de l'eau pour pouvoir retrouver ces chiffres-là et d'autres chiffres qui vous permettront d'en savoir plus sur l'environnement qui nous entoure, tout simplement, parce que c'est des choses qui sont et du point de vue de l'entreprise et du point de vue du particulier aussi. Alors, on arrive à l'entreprise. Du point de vue légal, quelque chose qui est important, c'est que, donc, hormis les ICPE sont les installations classées pour l'environnement. Les installations classées pour l'environnement, c'est les industries qui sont soumises à déclaration ou autorisation. Donc, c'est des industries ou des activités qui sont assez particulières. Hormis ces activités-là, les régimes desquels vous allez dépendre, enfin les documents desquels vous allez dépendre, ça va être le Code de la santé publique, notamment le règlement d'assainissement de la collectivité, le Code de l'environnement. Donc, ça fait partie pardon, excusez-moi, j'ai un collègue qui... Ça fait partie des bases sur lesquelles... Je suis occupé, Max. Ça fait partie des bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir avoir les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir installer son activité et avoir les renseignements nécessaires pour savoir quelles règles on doit respecter et comment on doit poser son activité et réagir du point de vue de l'eau. Alors, on va passer au slide d'après. Donc, il faut savoir qu'il est interdit de déverser de l'eau usée dans la nature sans avoir... il est interdit de déverser de l'eau usée dans la nature. Tout déversement doit être obligatoirement déclaré. Tout nouveau point de déversement doit être obligatoirement déclaré à la mairie ou une personne compétente. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de déverser, ça veut dire qu'il faut d'abord déclarer le fait qu'on va déverser de l'eau et ensuite, on va nous donner une autorisation de déversement, donc que ce soit pour un raccordement en réseau tout à l'égout ou que ce soit pour l'installation d'une fosse septique. À savoir que la collectivité, suite à la demande de déversement, peut demander un traitement complémentaire qui vient en plus du raccordement. Tout ça pour préserver, comme je l'ai dit précédemment, pour préserver l'intégrité des réseaux, que ce soit au niveau de la graisse. Alors, je parle principalement pour les restaurants. Les restaurants envoient beaucoup de graisse, ce qui peut avoir tendance à colmater les réseaux assez rapidement, ou des séparateurs d'hydrocarbures ou d'autres types de récupérateurs de pollution qui sont liés à l'activité de l'entreprise. Donc, pour bien être au courant de ce qui peut se passer, si on se branche de façon sauvage
ou si on rejette dans un milieu naturel sans avoir fait de déclaration, on risque une amende jusqu'à 10 000 €. Donc, je pense que c'est peut-être pas forcément encore plus dissuasif, mais c'est toujours, quand on lance une activité, je pense que d'un point de vue éthique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. D'un point de vue financier, du coup, aussi. Donc voilà ce qu'on peut risquer si jamais on ne s'occupe pas du déversement de ces eaux usées. Alors, sur ce point-là, des sources de pollution qu'on peut trouver au niveau des différentes entreprises, j'ai découpé en deux parties. Tout d'abord, les PME et après les industries, parce qu'on se retrouve avec deux types de professions qui sont à des échelles différentes. Je n'ai pas mis les artisans dedans, mais les artisans, je les ai assimilés à la PME. Donc voilà comment se présentent les choses. Pour la PME, on peut prendre, comme j'ai dit précédemment, des pollutions qui est vraiment très importante sur le réseau. C'est les eaux de restauration, parce qu'elles ont beaucoup de matériaux qui sont très colmatants et qui peuvent boucher assez vite les canalisations et les réseaux. Il peut y avoir des produits chimiques. On peut retrouver beaucoup de professions qui font appel à des produits chimiques. Je pense notamment aux carrossiers, aux peintres. Les eaux de rinçage, donc quand je dis eau de rinçage, ça va être du nettoyage d'outils, ça va être du rinçage de cheveux, par exemple, dans la coiffure, ça va être de l'utilisation d'eau qui va être avec une pollution qui est relativement diluée. Les déversements et fuites accidentelles, ça, malheureusement, ça arrive, et ça arrive plus souvent qu'on le croit. Et généralement, c'est des produits qui sont vraiment pas très sympathiques. Et ensuite, les eaux vannes. Donc, les eaux vannes, c'est ce qu'on a vu précédemment, ce que j'ai appelé les eaux grises ou les eaux noires, qui s'appellent aussi les eaux vannes et qui sont les douches et les WC. Et ça, c'est le principal point de pollution principal point commun sur l'ensemble des activités. Donc, sur la pollution industrielle, on retrouve un certain nombre de pollutions qu'on a déjà eues au niveau de la PME, puisque on a quelque part par endroit le même type de pollution à des échelles un peu différentes. Bon, sauf que là, les process industriels ont leur propre arrivée d'eau, et du coup, on se retrouve avec des effluents de type industriel qui sont beaucoup plus abondants que les effluents qu'on peut retrouver auprès d'une PME ou auprès d'artisans. Dans certains process, on retrouve aussi on peut retrouver aussi des produits chimiques. De la même façon, on l'a vu au-dessus, on peut retrouver des produits, un peu plus de diversité de produits chimiques aussi au niveau industriel. Les eaux de ruissellement. Alors, c'est vrai, quand on est dans une activité et qu'on a des gros porteurs qui passent régulièrement, qui arrivent sur des zones de déchargement, qui repartent en ayant laissé une partie de leur chargement au sol, qui ont tendance à imprégner les routes. Dès qu'on a des pluies, on a des lessivages du sol qui se produisent. Ça représente une pollution qui est assez ponctuelle. C'est la première pluie que cette pollution-là s'observe, mais c'est une pollution qu'on prend pas forcément en compte de suite, mais qui est assez importante. Les eaux de lavage, comme pour la PME, on a vu les eaux de lavage, donc on peut peut-être rajouter le sol et les véhicules sur la partie industrielle, bien que la PME fasse aussi ce genre de nettoyage, mais encore une fois, l'industriel le fait à plus grande échelle. Les fuites et déversements accidentels et les eaux vannes quand on trouve, parce que les industries ont du personnel.
Donc, on voit que c'est quand même, les pollutions encore une fois, sont assez similaires. C'est simplement l'échelle qui fait que la différence soit plus grande, quoi. Quand je parle de pollution, donc qu'est-ce que j'entends par pollution? On fait un petit détour par un peu plus de technique. Je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe et de comprendre l'incidence que ça va pouvoir avoir derrière lorsqu'on fait du déversement en milieu naturel non contrôlé. Les pollutions qui sont caractérisées, généralement, elles le sont par leur teneur en carbone, leur teneur en azote et leur teneur en phosphate. C'est pas pour rien qu'on envoie les boues d'épuration en épandage, bien souvent. C'est parce qu'elles se retrouvent assez chargées en azote et en phosphate, et on n'est pas censé voir que l'azote et le phosphate fait partie de la base, d'une certaine base d'engrais qui permettent d'enrichir les sols. Donc c'est pour ça qu'on en arrive là. Donc carbone, azote et phosphore. Le carbone est représenté et quantifié par la DCO et la DBO, qui sont la demande chimique en oxygène, la demande biologique en oxygène à 5 jours. Donc c'est la quantité, grosso modo, c'est la quantité de carbone organique et inorganique, pour rentrer un peu dans le terme technique. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que ça provoque sur l'environnement. En fait, ça consomme l'oxygène dans l'eau et ça a tendance à asphyxier les milieux. Donc quand on parle des milieux, on parle principalement de la faune. La flore, ce sont d'autres problèmes, mais notamment la faune. Je peux prendre comme exemple une usine en région parisienne qui est la deuxième plus grande au monde, l'usine d'Acher, qui a eu un pépin il y a 5-6 ans de ça. Un ouvrage qui a cédé un déversement accidentel qui s'est produit dans la Seine. On a pu observer, suite à ce déversement, que tous les poissons se sont fait asphyxier et on a observé une quantité de poissons phénoménale en surface. Et tous les poissons qui étaient dans la Seine à ce moment-là se sont retrouvés complètement asphyxiés. Et c'est la conséquence que ça a eu sur l'écosystème. Alors, ce n'est pas le seul, mais c'était le plus visible et c'était l'action de la DCO et de la DBO. Pour le reste, les pollutions azotées et phosphatées, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elles ont plutôt comme particularité d'être nourrissantes. Alors, les milieux ont besoin d'être nourris, et pour le coup, quand on rejette de façon incontrôlée, on nourrit trop abondamment. Et c'est ce qu'on peut observer, notamment avec les sargasses en Martinique. La nourriture abondante crée des développements aussi incontrôlés et occupe le milieu naturel d'une façon incontrôlée aussi, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des zones qui sont complètement coupées de la lumière, on a des zones qui sont vraiment occupées par de la végétation. Et au lieu d'être, on peut arriver à détruire des écosystèmes par ce biais-là. Donc, ça, je suis certain que vous avez tous pu observer des zones peut-être de ce type-là dans la nature sans forcément en avoir conscience. C'est un phénomène qu'on connaît bien qui s'appelle l'eutrophisation et qui généralement, on voit où il y a à manger, il y a de la vie. Donc là, pour le coup, il y a trop de vie. Donc, par rapport aux rejets qu'on peut avoir qui arrivent sur le réseau, on dit souvent qu'il faut, ce que je voudrais tempérer, c'est qu'on dit souvent qu'il faut essayer de réduire au maximum notre pollution. Effectivement, il faut réduire au maximum la pollution, il faut essayer de ne pas gâcher la ressource, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les stations d'épuration qui permettent d'épurer les eaux de rejet qu'on peut avoir font fonctionner des bactéries pour pouvoir épurer l'eau. Donc, elles sont nourries par les eaux de rejet qui sont collectées et qui sont ramenées après sur les stations d'épuration.
ces stations d'épuration ont besoin de nutriments pour ces bactéries. Et si ces bactéries alors c'est un organisme vivant, donc c'est un organisme qui a besoin d'avoir de la nourriture pour pouvoir se reproduire. Et il y a un certain laps de temps entre le moment où on met cette bactérie et le moment où elle est pleinement opérationnelle à la charge à laquelle on lui demande de travailler. Donc, on ne peut pas travailler avec des… Quand une usine a une capacité de 100, on va dire 130 unités comme ça, quand une usine a une capacité de 100, elle a ces bactéries qui se développent pour une capacité de 100. Si on la fait fonctionner à 50, l'écosystème s'adapte à la charge à laquelle on veut la faire fonctionner et on fonctionne à 50. Le problème, c'est que si on la fait refonctionner à 100, la bactérie est restée à 50 et le temps qu'elle s'adapte, il est difficile de remonter et il y a un laps de temps pendant lequel on n'arrive plus à traiter. Donc, là où je veux en venir, c'est que les stations d'épuration ont besoin de ces pollutions pour faire vivre leurs bactéries. Alors, elles ont besoin de ces pollutions tempérées en disant qu'elles ont besoin des pollutions à base carbone, azote, phosphore, pas des pollutions minérales agressives comme hydrocarbures, la javel, parce que ça reste des organes vivants, mais c'est pour bien vous faire comprendre aussi que la pollution, elle va avoir aussi une utilité pour la station d'épuration derrière. Donc, il est important qu'elle soit collectée, qu'elle soit canalisée et qu'elle aille au bon endroit. Parce que plutôt que de faire une zone d'eutrophisation à côté de chez soi, il est mieux de collecter, de l'envoyer à l'usine et que l'usine ait la charge nécessaire à son fonctionnement pour pouvoir garantir une bonne épuration de l'eau. Ça, c'était la petite parenthèse, mais ça me semble important. Donc, quels sont les bénéfices de la gestion de l'eau au niveau de l'entreprise? Donc, rapidement, vous les connaissez pour la plupart. Préservation de la ressource, ça, c'est plus approuvé, hein, la préservation de la ressource. Plus le temps va passer et plus on le voit par le carême qu'on a en ce moment. La préservation de la ressource, c'est très important puisque la quantité de la ressource diminue, donc il faut vraiment prendre conscience que on est en train de le prendre conscience, mais il faut vraiment prendre conscience que l'eau est un bien de première nécessité et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Ensuite, quand on fait des actions d'amélioration, on peut aussi les valoriser en tant qu'entreprise, avoir des labels, avoir des communications d'entreprise en disant nous, on fait ce qu'il faut faire de ce point de vue-là. Pour celles qui visent vraiment un niveau au-dessus, on peut avoir, il n'y a pas de taille pour avoir des certifications ISO, mais on peut aller jusqu'à une certification ISO 14001 qui est une procédure de management environnemental où on dit que notre entreprise a une démarche vis-à-vis de l'environnement avec ce qui est plus important derrière, une démarche d'amélioration continue. C'est ce qui est le plus intéressant dans l'ISO, c'est l'amélioration continue. Donc, les économies d'eau, ça va de soi. Quand on fait attention à ça, on consomme mieux, on rejette mieux. Normalement, on est plus à même de bien gérer sa ressource. On le verra après, mais la quantification de la consommation, ça fait partie d'une première étape qu'on a dans les démarches qu'on peut entreprendre derrière pour pouvoir commencer son amélioration d'utilisation de la ressource. Et le dernier point, c'est la préservation de son environnement. Ça, pour moi, c'est très important. L'exemple que j'ai, c'est si vous avez un restaurant et que vous rejetez dans la nature, vous allez avoir une belle terrasse, vous allez avoir des belles tables, un beau point de vue. Et à force de déverser dans son environnement, on finit par avoir des odeurs, des cafards, des moustiques,
c'est aussi pour ça que c'est important. Il faut préserver son environnement et on occupe un espace et on n'occupe pas que l'espace qui est simplement la zone, pour reprendre l'exemple du restaurant, simplement la zone de la terrasse. On occupe un espace dans l'environnement de façon beaucoup plus globale que ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est pour ça que c'est important de préserver son environnement. Les premières actions... Comment ? Allez-y. Non, suivante, j'imagine. Les premières actions à mettre en place dans ces cas-là, à partir du moment où on veut s'occuper du sujet de l'eau du point de vue de son entreprise. On va le faire en 2 parties, encore une fois, au niveau des PME et au niveau de l'industriel. Au niveau de la PME, on peut passer le petit slide. Donc, au niveau de la PME, les manœuvres, les actions à réaliser pour entamer l'action sont relativement simples. On peut faire des choses sans que ce soit très compliqué, qui nous permettent d'engager une démarche et de pouvoir après avoir un suivi et se rendre compte de ce qu'on a fait, avoir un vrai retour sur ce qu'on a fait. Donc la première chose pour pouvoir avoir des chiffres sur les actions qu'on entreprend, c'est d'installer des compteurs. Alors, on en a tous des compteurs à partir du moment où on nous fournit de l'eau au niveau de la collectivité ou du fournisseur d'eau de la collectivité. On a tous des compteurs. Maintenant, on peut avoir aussi plusieurs activités et on peut avoir à installer des sous-compteurs parce qu'on peut avoir besoin de quantifier une activité, une autre, des choses séparées. C'est assez intéressant de savoir aussi où on consomme de l'eau. C'est la première étape pour savoir où on peut en économiser. Dans les choses qu'on peut faire aussi assez rapidement, c'est quand on a des installations qui accueillent du public, c'est poser des robinets à arrêt automatique. Donc, typiquement les robinets à poussoir où il y a plusieurs technologies. Il y a des espèces de barres qu'on peut activer avec le genou. Bon, il y a plusieurs types de technologies, mais ça évite d'avoir de l'eau qui coule abondamment pour rien en fait. C'est pareil que je vais faire le parallèle avec l'électricité. C'est pareil que d'installer des minuteries sur les interrupteurs des toilettes ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir des coupures automatiques ou alors des détecteurs de présence. Ça permet d'avoir des coupures automatiques à des endroits où les gens qui circulent n'ont pas forcément le réflexe de couper la lumière ou de fermer correctement. L'installation d'urinoir, je pense que c'est assez intéressant aussi parce que quand on tire une chasse d'eau, on sait tous le volume que ça représente. Un urinoir, alors ça convient qu'à une seule partie de la population, mais malgré tout, ça représente une consommation d'eau qui est beaucoup plus intéressante qu'un toilette traditionnel. Donc, ça peut être aussi une piste d'amélioration. La communication, c'est très important. Le simple fait d'afficher alors j'ai mis sensibilisation du personnel, c'est pas forcément que du personnel, ça peut être aussi du client ou de la personne qu'on accueille au sein de son établissement. Je sais que des endroits le font déjà. Je pense que ça a un réel impact parce que ça permet aux gens d'avoir un rappel au moment où ils sont en train d'utiliser l'eau. Donc, ça les sensibilise directement lors de l'opération de consommation. Je pense que ça a un réel intérêt. Et je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est simplement du rabâchage. C'est important de bien vérifier quand on arrive sur une activité qu'on est raccordé sur le réseau d'assainissement collectif.
Si ce n'est pas le cas, on peut avoir un assainissement individuel à installer ou une mise en conformité s'il y a déjà un équipement présent sur place. Pas oublier que l'équipement individuel nécessite un curage régulier, donc nécessite aussi pas simplement utiliser un système d'assainissement individuel, c'est l'utiliser, l'installer et l'entretenir. Donc, il y a des opérations d'entretien qui viennent par la suite, qu'il faut prendre en compte aussi quand on fait ses bilans ou son analytique ou ses projections. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. On peut installer des récupérateurs d'eau de pluie et ensuite équiper les récupérateurs d'eau de pluie avec, soit on les installe suffisamment en hauteur pour pouvoir profiter de la gravité pour pouvoir avoir de l'alimentation d'eau au robinet, au point de livraison sur lequel on veut avoir de l'eau de pluie. Sinon, on peut utiliser un système de surpresseur avec un système de vessie qui permet de restituer de l'énergie, donc d'alimenter un robinet avec de la pression. J'attire l'attention sur le fait que l'eau pluviale, on la voit comme miraculeuse quand elle tombe du ciel, et c'est certainement le cas pour certaines applications. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, quand on récupère de l'eau de pluie, on ne la récupère pas directement dans une citerne. On la récupère souvent via une toiture où il peut y avoir, c'est où il y a forcément de la matière organique, où il peut y avoir des mousses, des champignons. Il y a tout un tas de bêtes, il faut dire ce qui est, tout un tas de bêtes qui circulent, tout un tas de choses. Donc, quand l'eau de pluie arrive dans le récupérateur, on a bien souvent des eaux qui sont pas contaminées, mais riches en matière organique. Donc, c'est utilisable. Quand je dis non sensible, c'est non potable. Donc, il ne faut pas que ce soit utilisé pour faire de la cuisine, on est bien d'accord. Il ne faut pas que ce soit utilisé pour mettre un robinet dans une zone sanitaire. Et il faut bien prévoir un affichage aussi en notifiant que l'eau n'est pas potable. Il y a vraiment des utilisations pour lesquelles c'est adéquat et d'autres non. Par exemple, un fleuriste aura la possibilité de réutiliser de l'eau pluviale pour arroser ses plantes. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il faut aussi pondérer le fait que l'eau pluviale soit le miracle à tous les maux en termes de carence d'eau potable. Comme je vous disais tout à l'heure, l'eau potable, si on l'a au robinet et qu'on l'utilise et qu'on sait qu'on peut l'utiliser, c'est parce qu'elle est surveillée, elle est chlorée, elle est bien cadrée et on a tous les mois avec la facture une analyse d'eau qui nous dit qu'on peut la boire. Donc ça, c'est très important parce que prenez pas ces risques-là, ça en vaut vraiment pas la peine. Ça en vaut vraiment pas la peine. Ensuite, on passe à l'industrie. Alors, à l'industrie, encore une fois, on retrouve le poste un peu similaire, mais dans d'autres échelles. Toujours la pose de compteur, ça, c'est vraiment une base. Ça permet de vraiment bien quantifier les postes. Alors, je dirais surtout en industrie, puisque l'eau voyage, quand on est dans des industries, l'eau voyage sur plusieurs postes. Ça permet aussi de faire un analytique derrière et puis de voir des choses pour lesquelles on n'a pas forcément toujours l'œil dessus, des fuites, des mauvaises utilisations ou des dérives. C'est important de pouvoir avoir ça à l'œil. Je viens d'en parler, identification des postes de consommation et quantification derrière. L'installation d'un comptage de rejet peut être demandée. Alors ça, c'est comme vu précédemment, ça peut être demandé par l'organisme qui vous laisse le rejet sur le réseau d'assainissement. Donc ça peut être demandé, un compteur de rejet, ça permet de faire des bilans entrée-sortie.
Donc, de compter l'eau qu'on apporte et compter l'eau qu'on rejette. Ça permet aussi de savoir, comme c'est marqué après, ça permet de savoir si on a des réseaux qui sont bien séparatifs, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'eau pluviale qui s'insère dans le réseau lors de la circulation de l'eau. On peut avoir 50 en entrée, 70 en sortie, avec 20 d'eau pluviale qui arrivent en plein milieu. Et l'eau pluviale, on essaye au maximum, comme je vous disais tout à l'heure, les steppes ont besoin de pollution pour pouvoir fonctionner. Là, pour le coup, l'eau pluviale, même si elle n'est pas hyper propre, mais ce n'est pas non plus des quantités de pollution démentes. Donc, on se retrouve avec surtout une dilution de la pollution, ce qui pose problème par la suite. Donc, le bilan entrée-sortie me paraît très intéressant. Et une fois qu'il est installé, c'est simplement du suivi et de l'analytique à faire. Et ça prend pas longtemps. Et encore une fois, l'utilisation d'eau pluviale. Alors, l'utilisation d'eau pluviale sur une industrie peut-être plus intéressante que sur une PME, parce qu'on se retrouve avec peut-être plus de postes sur lesquels on peut utiliser cette eau pluviale. Encore une fois, ça varie en fonction de l'activité, mais je pense que l'eau pluviale a quand même plus d'intérêt pour l'industrie que pour la PME. Comme je sais que l'eau de pluie est intéresse pas mal, je vous ai mis un site du service public qui vous permet, bon, je n'allais pas vous faire un exposé sur l'eau de pluie, donc je n'allais pas reprendre tous les points du service public. Le service public a une page qui permet de savoir comment encadrer l'utilisation de cette matière première et qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment, quel type d'aide on peut recevoir. Je pense que si vous êtes intéressé, je pense que c'est intéressant d'aller consulter cette page et puis vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin normalement. Alors, pour la suite, donc comment on peut suivre l'évolution et comment surtout on peut se fixer des objectifs. Alors, ça va reprendre en partie ce que j'ai déjà dit avant. On revient sur la pose de compteur. Je ferai passer le diapo. On revient sur la pose de compteur parce que c'est, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment une base. On identifie les postes de consommation sur les différentes parties qu'on a identifiées au préalable avant de poser ces compteurs. On vérifie la cohérence des valeurs, donc ça veut dire faire des bilans de matière. Normalement, A plus B, ça reprend le total d'eau qu'on a consommé sur le compteur d'entrée. Ensuite, on peut suivre l'évolution de la consommation. Ça veut dire que si on relève les compteurs chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, selon les consommations qu'on peut avoir. Peut-être qu'un jour, on va avoir 10, le lendemain, on va avoir 15, après, on va avoir 13, et puis un jour, on va avoir 40. Le jour où on va avoir 40, ça peut être dû à quelque chose qu'on n'a pas identifié de suite. Si on a des compteurs, on va voir 40 et on va se poser la question de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai une surconsommation qui a été accidentelle? Est-ce que j'ai eu une surconsommation qui a été identifiée? Ou est-ce que je ne sais pas expliquer ma surconsommation? Et dans ces cas-là, il y a vraiment un sujet sur lequel se pencher. Donc, c'est là où c'est vraiment important. Ensuite, on identifie les périodes de surconsommation et on les justifie. Si on ne les justifie pas, là, il faut se poser la question de savoir, on va avoir des surconsommations si on ne se pose pas la question, on va avoir des surconsommations pendant des mois et des mois. Donc, on a tous entendu l'histoire de personnes qui se sont retrouvées avec des fuites sans s'en apercevoir et qui ont payé des factures d'eau qui sont abracadabrantesques. Aujourd'hui, le prix de l'eau est encore raisonnable. Ce n'est pas dit que ça dure. Ça peut prendre des proportions assez importantes. L'autre point par rapport à ça, c'est qu'une fois que vous avez suivi toutes ces étapes,
de la pose de compteur en passant par le suivi de l'évolution jusqu'à l'identification de surconsommation, bah, vous avez un carnet analytique qui est assez complet. Et disons, si aujourd'hui vous produisez 10 et que vous consommez 1, que demain vous voulez augmenter votre activité, vous dites mon activité marche vraiment bien, je vais passer à 50. Si vous ne faites pas d'analytique, vous aurez du mal vous pourrez toujours évaluer votre consommation, comment se passera la consommation en relation avec la production, l'augmentation de production que vous aurez. Si vous avez un analytique, vous serez en mesure de dire, alors c'est pas parce qu'on consomme 1 pour 10 qu'on consommera 5 pour 50, ça dépend de deux types d'évolution qu'on va avoir. Mais ça permet au moins d'avoir une idée sur l'activité qu'il y a aujourd'hui et les échelles de consommation qu'on peut avoir, puisqu'on n'a pas des consommations qui sont fixes d'un mois à l'autre. On peut avoir des disparités et on peut aussi voir d'où viennent les disparités, comment ça se matérialise. Et à partir du moment où on a expliqué ces surconsommations, on sait évaluer que sur une opération particulière, eh ben, on va consommer tant en plus. Donc ça, c'est assez important quand on veut réaliser une augmentation de l'activité, de pouvoir se baser sur des éléments pour pouvoir après quantifier et faire des bilans par rapport à est-ce que l'activité que je prévois va être rentable, va être intéressante. Ça peut permettre aussi de montrer patte blanche auprès de demandes de subventions et de dire bon ben voilà, j'augmente mon activité. Je vais consommer tant parce que j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai quantifié mes consommations, j'ai justifié mes surconsommations, j'ai dit que ci, que ça. Donc ça peut permettre aussi de débloquer des subventions en disant bah, voyez, je maîtrise déjà ma ressource et je maîtrise déjà ma consommation. C'est-à-dire que je suis dans la démarche, quoi. Donc c'est vraiment là où je pense que ça peut être intéressant de le faire. Et c'est intéressant de le faire de toute façon. Donc, le petit schéma pour récapituler. Donc, regroupe l'ensemble des données sur le flux de l'eau, sur la ressource en eau. Identifie les opportunités, les possibilités d'optimisation, le plan d'action. On suit les résultats. On peut communiquer après, communiquer auprès de l'entreprise. On peut se placer aussi du point de vue du, entre guillemets, alors c'est pas toujours, c'est pas bien vu, mais du point de vue du moralisateur. On peut aussi, on peut aussi communiquer avec les gens de son entourage, dans les corporations, dire bon bah, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Regarde comment ça marche. Nous on s'implique vraiment dans ça. C'est vraiment un outil aussi de communication d'entreprise. Une fois qu'on arrive au suivi des résultats, ce que je disais tout à l'heure avec la norme ISO 14001, une des vertus, vraiment des philosophies de cette norme, c'est la dynamique d'amélioration continue. C'est pas le fait d'avoir une action et de se reposer sur cette action. C'est aussi le fait d'avoir une action, de la mettre en place, de l'évaluer et ensuite de remettre en place la dynamique pour pouvoir à chaque fois avoir cette dynamique d'amélioration continue. Ça c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est quelque chose. Bon. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir avoir des gros gains parce que vous n'avez rien fait. Donc le gain potentiel sur la qualité de l'exploitation de l'eau va être assez important. À partir du moment où vous allez commencer à faire des choses, votre retour sur investissement va être assez limité parce que plus on en fait et moins on voit le bénéfice. Donc il faut avoir conscience de ça aussi.
Et il faut mettre en fonction de son entreprise, en fonction de l'activité qu'on a, il faut savoir mettre aussi les bonnes façons d'agir en relation avec l'activité qu'on a. Ça sert à rien d'aller essayer de faire du zéro consommation. Ça peut exister dans certaines professions, mais pour moi, ça n'existe pas. Du zéro consommation. En tout cas, aujourd'hui, si on pouvait le faire aujourd'hui, ce serait très compliqué et je pense qu'on en est très loin. Donc, prendre en considération le plan d'action et la démarche, c'est déjà une très bonne chose. Faire des actions à son échelle, c'est déjà une très bonne chose. Et savoir quantifier ces actions et les valoriser, c'est une très bonne chose aussi. Ça peut faire effet boule de neige et il n'y a pas besoin d'en faire non plus des tonnes pour que ça puisse apporter quelque chose. Donc ensuite, je vous ai mis quelques liens. Alors l'Office de l'eau, c'est des adresses que vous connaissez. L'Office de l'eau est représenté sur ce webinaire. La chambre de commerce et d'industrie aussi. La chambre des métiers et de l'artisanat fait partie aussi, pour les artisans, de relais qui peuvent permettre d'avoir de l'info, des ressources qui permettent de s'orienter. L'ADL aussi est aussi acteur de la gestion de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'appuis qu'on peut trouver à leur niveau. Et après, l'Observatoire de l'eau, de là où j'ai tiré mes chiffres clés sur l'eau, l'Observatoire de l'eau de la Martinique, qui est un site qui est très bien documenté. On retrouve un tas de bibliothèques cartographiques qui est très bien fait et ça mérite d'être parcouru pour au moins connaître son environnement. Je pense que c'est intéressant déjà. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur les retours d'investissement, j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, les retours d'investissement, si vous êtes au démarrage de votre initiative, les retours d'investissement peuvent être rapides parce qu'on peut faire des choses assez intéressantes avec des actions simples. On a vu que ce soit des urinoirs, que ce soit des boutons poussoirs, que ce soit la communication visuelle auprès des utilisateurs. Ça peut déjà être des actions qui permettent de bien réduire la charge que va peser la consommation d'eau dans votre entreprise. Et après, la mise en évidence des fuites, ça, je vais le redire encore, mais le comptage vous aidera beaucoup là-dedans. Ce sera votre ami et ce sera sur celui sur qui vous pourrez vous reposer. Ensuite, pour l'industrie, de la même façon, donc c'est retour d'investissement dépendant de la situation initiale, bien sûr. Et encore une fois, voilà, mise en évidence de fuite, quantification des consommations. Je me répète encore, mais c'est vraiment les pistes principales à utiliser pour pouvoir vraiment réussir à améliorer sa consommation. On peut aller je vais faire une petite parenthèse sur ça puisqu'on arrive au bout. Sur les industries de plus grande échelle, donc là on parle sur les ICPE notamment, il peut y avoir, on peut demander aux industriels de construire leur propre station. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui pose problème dans les stations d'épuration, c'est l'huile, c'est le gras en général que les bactéries n'aiment pas. Donc on peut demander aux industriels de construire leur propre station qui permettent d'éliminer une partie des polluants que les exploitants n'aiment pas retrouver dans leur station. Donc là, je ne l'ai pas noté parce que je pense que si jamais vous avez
envie d'avoir plus d'informations, je peux vous donner plus d'informations sur le sujet. Mais effectivement, on peut avoir à installer une unité de pré-traitement. Alors là, on est dans des investissements qui sont beaucoup plus importants. Forcément, on est sur des investissements qui vont… Plus l'investissement est important, plus le retour sur investissement sera compliqué ou sera long. Donc voilà, mais ça, au niveau des industries un peu plus importantes, on peut avoir ce genre de choses-là. Voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir participé pour ceux qui étaient là. J'espère que j'ai réussi à répondre à la plupart de vos interrogations. Si vous avez envie d'en discuter plus longuement ou des problématiques particulières que je n'aurais pas abordées, on est disponible pour répondre à vos questions et puis vous orienter sur les bonnes personnes si jamais on ne peut pas y répondre, et puis si on peut y répondre, à en discuter plus longuement. Super, merci beaucoup, Monsieur Trigaudet. Si vous avez des questions pour Monsieur Trigaudet, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion, on y reviendra un peu plus tard. Nous sommes un petit peu en retard sur le temps, donc je vais proposer tout de suite au second interlocuteur que nous avons, Monsieur Anthony Nicolas, de l'Office de l'eau, de tout de suite enchaîner. Nicolas? Anthony? Est-ce qu'on m'entend du coup? Ah, ça y est. Super, merci beaucoup. Oui, on t'entend. Tu peux y aller. Parfait. Merci Maureen. Merci aussi à Monsieur Trigaudet pour sa présentation très riche en informations et qui me permettra d'ailleurs de rebondir et de faire le pont avec la présentation d'aujourd'hui, axée spécifiquement, en tout cas très préférentiellement, sur les aides de l'Office de l'eau au monde de l'industrie, aux activités économiques. Alors, je me présente très rapidement, Anthony Nicolas, donc responsable du service des interventions financières et redevances à l'Office de l'eau Martinique. Donc, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur les missions de l'Office, mais c'est le service qui va notamment suivre tout ce qui est instruction de dossier de demande de subvention et également collecte de la redevance sur l'eau. On peut dérouler la slide suivante. On peut dérouler aussi. Donc, en sommaire, on va très rapidement voir la gestion de l'eau et surtout les missions de l'Office de l'eau dans le monde de l'eau, les objectifs et les moyens de l'Office qui sont mis en place par l'Office de l'eau dans le cadre des activités industrielles et du secteur économique. Précisément, un focus sur les aides financières de l'Office de l'eau, outils de préservation de la ressource et puis en fin de présentation, quelques exemples de projets qu'on a pu financer ou des projets qui sont en cours de financement chez nous dans nos services. Alors, la gestion de l'eau en France, une slide très rapide, on ne s'étendra pas énormément, mais juste pour vous repréciser que cette gestion, elle se fait de façon décentralisée à l'échelle d'un bassin hydrographique ou bassin versant. Alors, il y en a 6 en métropole, en hexagone, et puis un par département, en tout cas territoire d'outre-mer. Et donc, les agences de l'eau qui sont présentes en hexagone ont trouvé leur pendant dans les territoires et départements d'outre-mer sous forme d'office de l'eau. Donc, c'est un organisme qui est présent sur toute la Martinique, voilà, sur tout le territoire. On pourra passer. Sachant que dans le monde de l'eau, il y a différents acteurs. Très globalement, on va lister les financeurs dont fait partie l'Office de l'eau, les accompagnements techniques, les porteurs de projets et les différents autres acteurs d'accompagnement technique. Voilà. L'Office de l'eau de la Martinique a été créé en 2002. Comme je vous le disais, il a un rôle de facilitateur puisqu'en fait, très peu d'actions finalement ont pour maîtrise d'ouvrage l'Office de l'eau. Donc, c'est surtout un rôle d'accompagnateur des porteurs de projets et de facilitateur de la gestion de l'eau en Martinique.
Et il est le bras armé du comité de l'eau et de la biodiversité, qui est le Parlement de l'eau. On l'appelle aussi comité de l'eau en métropole. C'est l'interlocuteur de l'État, des collectivités locales, des usagers, des professionnels sur plein de sujets. Donc, c'est vraiment une interface pour beaucoup d'acteurs de l'eau. Et on a un établissement de moyens, comme je le disais, très peu d'actions en maîtrise d'ouvrage office de l'eau, à différencier des distributeurs ou des producteurs d'eau. On nous a souvent confondus avec Odyssey, par exemple. Donc, on ne produit pas d'eau, malheureusement, ni ne distribuons d'eau. On n'est pas non plus l'ARS, c'est aussi la confusion qui peut être faite. Donc, on ne fait pas de suivi réglementaire. On n'est pas la police de l'eau non plus, représentée par la DEAL. Donc, on est vraiment un organisme d'appui et de facilitation, on va dire. Le président du conseil d'administration de l'Office de l'eau est le même que le président de l'Assemblée de Martinique. C'est une spécificité chez nous. Et donc, du coup, actuellement, il s'agit de M. Lucien Salibert. Alors, pour parler des missions de l'Office de l'eau, ce petit schéma qui vient récapituler les grands bras armés de l'Office, puisque la mission principale de l'Office de l'eau va être de préserver les milieux aquatiques. Par milieux aquatiques, on entend bien évidemment les cours d'eau, auxquels on pense souvent, mais également les milieux souterrains, donc les nappes phréatiques. Les milieux de transition, comme les mangroves, alors on en voit une derrière moi un petit peu sur le poster, et puis les milieux aquatiques littoraux, donc nos mers, essentiellement. Comment faire pour préserver ces milieux? Eh bien, il y a tout un tas d'outils qui sont déployés par l'Office de l'eau. Le premier étant l'information et la sensibilisation de la population. Alors, on a un service chez nous qui se charge de déployer des plaquettes. Vous avez sans doute entendu à la radio un spot justement qui fait la promotion de la semaine pour l'eau, dans laquelle on s'inscrit actuellement et dans laquelle s'inscrit ce webinaire aussi, comme l'a dit Maureen en début de présentation. C'est le service sensibilisation chez nous qui s'en occupe et puis aussi qui fait de la formation, de l'information auprès des jeunes publics ou du grand public aussi en partenariat avec des mairies. En tout cas, voilà. L'objectif, c'est de diffuser l'information sur l'eau, de la rendre la plus vulgarisée possible, qu'elle soit accessible et que chacun puisse s'approprier tous les enjeux qui la concernent. Un pôle lié au développement de la connaissance et voilà, de l'acquisition de connaissances sur les milieux aquatiques. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le point de départ. Il faut connaître quel est l'état de nos milieux aquatiques pour savoir comment s'en occuper et comment attaquer les problèmes, quels sont les impacts, quelles sont les pressions, pour savoir comment les réduire au mieux. Et donc, du coup, le service chez nous qui suit l'état des milieux, opère plusieurs campagnes sur site, des analyses, des prélèvements pour s'assurer de la bonne qualité des eaux. Et en tout cas, quand elle n'est pas de bonne qualité, quand elle est dégradée, eh bien, des actions qui sont mises en place pour reconquérir cette qualité. On a aussi une mission de coopération internationale. 1% de notre budget est lié à la coopération et donc on a des actions en partenariat avec d'autres pays, notamment de la Caraïbe. Je cite Haïti, je cite la Dominique, je cite aussi Sainte-Lucie. En ce moment, notre service coopération travaille énormément sur la promotion du filtre planté de végétaux à travers le projet Caribsan, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc justement rassemble beaucoup de partenaires des autres territoires de la Caraïbe pour en faire la promotion et les former également sur la technologie. Tout en haut à droite, vous avez la mission d'appui et de conseil, d'assistance technique aux porteurs de projets. C'est là aussi l'une des missions de l'Office de l'eau qui mobilise aussi beaucoup de nos collègues. On verra en fin de diapo les résultats que ça peut engendrer sur des projets. Et puis, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, en tout cas ce qui va nous concerner plus spécifiquement aujourd'hui, les subventions et la redevance. Donc, en fait, pour réaliser toutes ces actions, il nous faut un budget. Le budget de l'Office de l'eau est très, très largement constitué des redevances que perçoit l'Office de l'eau auprès des usagers de l'eau en application du principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que celui qui pollue, ben, c'est celui qui paye.
Donc, tout un tas de redevances sont déployées par l'Office de l'eau et donc sont redistribuées pour grande partie sous forme de subventions. Pour faire très schématique, la redevance représente à peu près 9 millions d'euros de recettes par année et les subventions en représentent entre 5,5 et 6 millions par année. Donc, on sert les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les associations et dans une moindre mesure et des cas très spécifiques, les particuliers. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pour déployer toutes ces actions, l'Office s'appuie sur un document cadre qui est le programme pluriannuel d'investissement, d'intervention, pardon. Donc, c'est un document de cadrage qui va projeter un petit peu l'activité de l'Office sur 6 ans, sur l'ensemble des missions dont on a parlé précédemment et spécifiquement sur les subventions. Il définit le programme d'aide qui est voté par le comité de l'eau et de la biodiversité. Donc, c'est un document que vous pouvez retrouver notamment sur notre site pour le 3e programme. Et en exclusivité, on va parler du 4e programme qui est entré en vigueur au 1er janvier 2023 pour 6 ans. Alors, on arrive sur des sujets dont a abordé déjà, qui ont déjà été abordés assez largement par Johan Trigodet juste avant moi. Donc, on va passer assez rapidement, mais juste pour reparler un petit peu activité et impact. Je le disais tout à l'heure là, l'Office de l'eau va chercher à reconquérir la qualité des masses d'eau en réduisant au maximum les sources de pression. Alors que ce soit nous on fait un distinguo sur 2 grands types de pression, les pressions de prélèvement et les pressions de pollution. Mais ces pressions vont entraîner des effets, des impacts en fait sur les milieux aquatiques qu'on cherche justement à réduire le maximum possible. Alors, dans la catégorie des pressions de prélèvement, on va retrouver tous les usages qui sont liés à l'ouverture du robinet. Et qui dit ouverture du robinet dit consommation d'eau de ville, d'eau potable. Donc, on fait rarement le lien. En tout cas, beaucoup de nos contacts ne font pas directement le lien, mais dès qu'on ouvre le robinet et qu'on a de l'eau potable, en fait, elle sort quelque part de cette eau. Et cette eau, elle sort très largement, comme l'a dit Johan, des prélèvements en rivière. Donc, prélèvements en rivière, moins fréquemment des prélèvements souterrains, mais c'est une pression de prélèvement par effet de cause à effet. Et puis, tout ce qui va concerner les pompages d'eau brute, toutes les activités n'ont pas forcément de pompage sur leur site. Ça peut arriver sur les grosses activités de centrale à béton, par exemple, où la Sara en avait également, en a également une en mer. Sur des grosses activités qui ont des pompages, il faut savoir aussi que les pompages, qu'ils soient en surface, qu'ils soient en rivière ou qu'ils soient en surface, qu'ils soient en souterrain, il y a une petite coquille sur la diapo, ou qu'ils soient en mer, engendrent aussi des impacts sur le milieu aquatique. Alors, quels sont ces impacts? En fait, au point de prélèvement, il y a une diminution de la quantité d'eau qui est disponible pour la faune et la flore. Et si cette quantité-là diminue beaucoup trop, il y a des effets qui sont parfois irréversibles, comme la mort d'espèces végétales ou la mort d'espèces aussi animales, les poissons et autres espèces qui peuplent le cours d'eau et qui font qu'il produit de l'eau de qualité. Typiquement, en ce moment, vous entendez parler de sécheresse, on est en plein dans le carême. Et donc, naturellement, les pluies diminuant, les quantités d'eau dans les rivières s'amenuisent. Et pourtant, les prélèvements ne faiblissent pas forcément. Donc, on a un véritable enjeu sur la réduction des pressions de prélèvement pour limiter justement l'impact sur les cours d'eau. De notre côté, sur la partie droite du diapo, on a les pressions de pollution qui sont liées au rejet d'eau usée ou d'eau souillée par les activités dans les milieux aquatiques, dans les milieux récepteurs. Alors là, on en a déjà parlé aussi précédemment, mais les impacts que ça va engendrer globalement, ça va être une toxicité du cours d'eau à l'endroit du rejet. Alors les rejets peuvent apporter tout un tas
de matières plus ou moins toxiques comme les matières organiques, on en a parlé, mais aussi les métaux, les pesticides, les hydrocarbures, des substances acides ou basiques qui vont perturber le fonctionnement naturel du cours d'eau et engendrer des désagréments à nos espèces aquatiques. Donc, il faut les maîtriser le mieux possible, d'où l'intérêt de correctement traiter ces eaux usées ou encore mieux de ne pas en rejeter du tout. C'est aussi une solution qui est possible, on en reparlera. Donc voilà, je passe rapidement sur les types de rejets, on en a déjà parlé également. Alors, les impacts, j'ai essayé de vous les imager un petit peu sur une cartographie. Ce qu'on voit là, et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les impacts sont un petit peu diffus sur toute la Martinique, sauf à un seul endroit où les impacts sont quand même assez forts, c'est le centre, sans véritable surprise, puisqu'en fait, la majeure partie des zones d'activité sont situées sur le centre de la Martinique. Et on se rend compte qu'on a deux masses d'eau, celle que vous voyez en orange et celle que vous voyez en rouge, qui sont fortement impactés par les rejets industriels. C'est l'aval du bassin versant de la rivière Lézardes et puis la masse d'eau littorale de Fort-de-France, de la baie de Fort-de-France. Voilà ce que je voulais vous présenter. C'est important parce qu'on en reparlera tout à l'heure pour les subventions. On peut passer. Alors, quand on a vu tout ça, comment agit l'Office de l'eau et dans quel objectif? On en a parlé, donc je passe assez rapidement aussi. Mais l'objectif sur le volet prélèvement, ça va être d'économiser l'eau au maximum, de limiter les fuites, de limiter les surconsommations d'eau. On en a parlé aussi tout à l'heure. Et puis, sur l'enjeu des pressions de pollution, ben, l'idée, ça va être de réduire les flux de polluants tant que possible, d'améliorer les systèmes de traitement, d'optimiser aussi les process pour introduire de moins en moins de substances toxiques quand c'est possible. Et puis, on en a parlé aussi, mais très important, l'objectif, c'est de pouvoir, quand c'est le cas, quand les rejets quand les eaux usées sont rejetées dans le réseau collectif, ben, la mise en place de conventions de déversement. On a aidé à l'Office de l'eau à en monter 2 dernièrement. Et comme le disait Johan, effectivement, souvent le gestionnaire du réseau demande à ce qu'il y ait des traitements spécifiques, voire des analyses spécifiques dans le cadre de ces conventions. Mais finalement, c'est nécessaire pour assurer en aval un bon fonctionnement des ouvrages, qu'il s'agisse des réseaux ou des stations de traitement. Donc, on peut passer à la diapo suivante avec les actions de l'Office de l'eau vis-à-vis des activités économiques. Alors, on a parlé du soutien financier, effectivement, qui est très présent. Du soutien également technique et financier pour la réalisation d'études, des études d'impact par activité. L'Office de l'eau, par le biais de ses chargés de mission, participe aussi ou anime certains groupes de travail sur la thématique de l'eau et des activités industrielles. Et l'Office de l'eau peut aussi appuyer à la réalisation de formations pour des campagnes de mesure ou pour la surveillance des installations, des rejets dans le milieu récepteur. Alors, l'Office de l'eau n'est pas un organisme de formation à proprement parler, mais soit peut organiser des formations ou mettre à disposition les ingénieurs sur place pour organiser une session de manipulation de certains outils, certains préleveurs, par exemple, pour aider les professionnels à s'approprier un petit peu tous ces équipements-là et les notions qui vont avec. Et puis, ben, l'Office de l'eau aide aussi, on en a parlé avec la cellule communication, information, sensibilisation, à la diffusion des bonnes pratiques et aussi sur des procédés innovants tels que, par exemple, le filtre planté de végétaux, qui est une adaptation locale du filtre planté de roseaux utilisé en métropole et sur lequel l'Office de l'eau a spécifiquement œuvré. Alors, nous arrivons au cœur du sujet avec les aides proposées par l'Office de l'eau. Donc, on va attaquer par les aides pour la maîtrise des prélèvements. Donc, vous allez retrouver dans notre programme d'aide, sur le 4e programme, un système de financement qui est semblable à celui du 3e programme, c'est-à-dire un taux de base qui peut être bonifié avec différents types de bonus. Et souvent, la somme des bonus peut atteindre
des taux de financement assez élevés. L'objectif est de pouvoir financer de façon majorée les projets qui sont les plus coûts-efficaces, c'est-à-dire qui vont vraiment répondre à nos enjeux, qui vont chercher à la fois à réduire des prélèvements et maîtriser des pollutions en même temps qu'une action sur des masses d'eau qui sont fortement impactées. Ce type de projet-là a une forte plus-value pour nous à l'Office de l'eau, puisque nos enjeux sont des enjeux environnementaux essentiellement, et donc du coup peuvent être bonifiés de façon assez importante. Néanmoins, on a deux catégories d'aides, les aides pour les études, qui vont souvent être comprises entre 30 et 60%, voire même 70%, et puis les aides pour les travaux, à proprement parler, qui, eux, sont compris entre 30 et 50%. Donc, ont été bonifiés de 10% par rapport au troisième programme, au programme précédent. Donc, on retrouve notamment les études et les travaux pour les économies d'eau, donc les différents diagnostics, les plans d'action, tout ce qui est projet de stockage et de substitution de la ressource, comme par exemple du stockage d'eau pluviale, on en a parlé, la réutilisation des eaux de process aussi, et aussi tout ce qui est diffusion de bonnes pratiques pour limiter les prélèvements. On en a aussi parlé précédemment, mais je vous le disais, tout ce qui va être formation en interne, formation des équipes, mise en place de panneaux d'affichage, voilà. Ça va être aussi des actions qui vont être fortement soutenues par l'Office de l'eau. Je prends un petit exemple assez caractéristique qui ne concerne pas forcément un établissement industriel, mais qui pourrait servir. On a eu l'occasion d'accompagner financièrement et techniquement la ville de Fort-de-France, qui avait constaté que ses consommations sur les écoles primaires avaient pris des proportions très, très importantes. Et donc, 26 écoles étaient concernées. Il y a eu une étude globale menée sur les 26 établissements qui a montré qu'il y avait des fuites, pas mal de fuites sur le réseau interne des écoles, et puis que des équipements étaient vraiment vétustes, plus forcément adaptés. Et donc, du coup, avec très peu d'investissement, la mise en place de boutons poussoirs, des mitigeurs qui divisent les débits par 2 ou 3 selon les cas de figure, la modernisation des WC pour avoir des équipements plus hydroéconomes. Et bien, en fait, d'une année sur l'autre, après la mise en place de toutes ces actions, la consommation en eau a été réduite de 70%. Et vraiment, enfin, pour 26 écoles, ça a dû être un coût d'investissement d'à peu près 150 000 euros, pour lequel l'Office de l'eau avait mis 50% et il y avait du cofinancement. Donc, le reste à charge pour la ville était peut-être de 15 ou 20%, mais le gain sur la facture d'eau était quand même assez énorme. Et ça, c'est des démarches qui peuvent être totalement reproduites à l'échelle de vos établissements et qui peuvent avoir des conséquences assez importantes sur la facture. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pour ce qui concerne le volet des pollutions, on va retrouver, et on en parlait aussi avec la présentation précédente, tout le financement lié à la mise en place et au suivi des rejets, et notamment l'autosurveillance des rejets, lorsqu'il y a rejet soit en réseau collectif ou en station d'épuration privée, à l'aval des stations notamment. Et donc, tout ce qui va être équipement de mesure pourra être éligible. Les aménagements des ouvrages aussi pour la mesure automatisée des débits. Toutes les études qui vont être liées aussi à la réduction des rejets et à la valorisation des sous-produits, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais tout ce qui va être diagnostic de faisabilité, les stockages des traitements et le traitement des effluents, la valorisation des graisses et des boues, l'équipement de prévention, tous les équipements de prévention pour les pollutions accidentelles. Ça aussi, ce sont des projets qui peuvent être éligibles à l'Office de l'eau. Pareil, tout ce qui va être formation sur ces thématiques-là en autosurveillance pour les rejets pourront être éligibles aussi à un financement de l'Office de l'eau. Et là, on est sur des taux qui sont quand même plus importants que pour le volet précédent parce que l'Office de l'eau a souhaité mettre en avant les aides pour le secteur de l'assainissement. Et donc là, vous êtes sur des financements allant jusqu'à 80% pour les études et les actions de formation.
et jusqu'à 70% pour les travaux, ce qui est quand même non négligeable. On est quand même sur des taux très favorables au lancement de projets et également qui peuvent faire l'objet de cofinancement selon les cofinanceurs. On peut continuer. Alors, on a vu les taux. Je ne rentre pas dans le mécanisme forcément très détaillé de calcul de la subvention, mais ce qu'il faut quand même avoir à l'idée, c'est que les demandes de subvention qui concernent des équipements répondant à des mises en conformité réglementaires, donc des mises en demeure de la police de l'eau, ce genre de choses-là, très généralement, ne vont pas être éligibles au financement de l'Office de l'eau. De même, les nouvelles installations liées à une construction, enfin, à une première implantation d'une activité économique ne seront pas éligibles non plus à un accompagnement de l'Office. En revanche, tout ce qui va concerner des équipements non réglementaires, enfin, ne faisant pas l'objet d'une mise en demeure spécifiquement, ou alors qui vient anticiper une mise en conformité réglementaire, qui vient anticiper des nouvelles réglementations qui seraient peut-être plus contraignantes, ou alors qui visent à améliorer des systèmes déjà en place. Toutes ces actions-là seront éligibles à un financement de l'Office de l'eau. Et puis, dernier principe qui est commun à la majeure partie des financeurs, mais que j'aime bien rappeler aussi, pour être éligible, une action doit être déposée à l'Office, enfin un projet, un dossier de subvention doit être déposé à l'Office de l'eau avant que l'opération n'ait commencé. Si l'opération a commencé, malheureusement, elle n'est plus éligible à un financement de l'Office. Ça aussi, c'est un principe qu'il faut garder aussi à l'idée. Alors, les étapes clés d'un financement à l'Office, ben, c'est la formalisation d'une demande avec le dépôt d'un dossier de demande de subvention qui peut être téléchargé sur le site de l'Office de l'eau. Mais nous avons également une petite équipe à l'Office qui peut vous accompagner pour le montage des dossiers et puis la CCI aussi ou la Chambre des métiers qui peut vous accompagner là-dessus pour vous orienter sur la sélection des pièces. Mais chez nous, on a également une équipe pour ça. Ensuite, l'instruction démarre où généralement, l'équipe instructeur va revenir vers vous pour demander des compléments de dossier. Généralement, c'est ce qui se passe. Des précisions sur des plannings, sur des autorisations réglementaires quand il y a lieu. Et puis, le dossier est présenté à deux instances, une pour avis, une pour décision. Chez nous, un comité d'opportunité et un conseil d'administration. Et une fois que c'est fait, s'ensuit le conventionnement, puis le suivi du projet jusqu'au versement du solde, qui va se faire justement précéder par un petit contrôle. Mais normalement, une fois que la subvention est votée, tout se passe très bien. Et on vous accompagne progressivement au cours du projet pour s'assurer que tout se passe bien et que les subventions sont bien débloquées au fur et à mesure. Je peux continuer. Alors voilà, je voulais quand même vous mettre quelques exemples pour que vous ayez une idée des projets sur lesquels on a pu travailler ou sur lesquels on travaille toujours. Donc les photos que vous voyez à l'écran sont l'exemple de bâtiment de béton, pardon, je loupais le nom, je ne l'ai pas noté, qui a abandonné son prélèvement en rivière pour un prélèvement dans un lac qui s'est formé. C'est une retenue collinaire qui s'est formée par du ruissellement d'eau pluviale. C'était une ancienne carrière à béton. Enfin, et en fait, le trou qui n'avait pas été rebouché s'est finalement comblé avec de l'eau. Donc, il y en a quand même pour beaucoup d'eau parce que cette cavité mesure jusqu'à 60 mètres de profondeur alors j'ai plus la dimension exacte en surface, mais c'est quand même un gros réservoir d'eau. Et donc, du coup, ça leur permet de pouvoir prélever sans impact sur les milieux aquatiques de la rivière, puisque du coup, le prélèvement rivière a été complètement abandonné. D'autres projets sur lesquels on a pu travailler avec l'entreprise Locavette pour du blanchiment industriel, c'est du recyclage des eaux de process. Donc, c'est un projet qui est encore en cours, qui a un petit peu de mal administrativement, mais qui est en train de se poursuivre. L'entreprise 2TDA pour le recyclage des matières de vidange
a mis en place également, c'est une action qui a été financée, de la réutilisation des eaux séparées pour en faire de l'eau industrielle pour le lavage des camions venant sur site. Là aussi, c'est un exemple de bonnes pratiques pour limiter au maximum les nouveaux prélèvements sur la ressource. Et puis la Marina du Marin aussi, qui a pu nous solliciter pour de la mise en place de récupération d'eau pluviale avec une bâche souple. L'objectif étant de pouvoir alimenter avec de l'eau pluviale les plaisanciers qui souhaitent laver leur bateau, plutôt que d'utiliser de l'eau potable, qui n'en nécessitait pas, enfin, dont la qualité n'était pas nécessaire. Et puis, j'ai noté tout en bas, parce que c'est un appel à projet qui a été lancé avec la CCIM, l'ensemble des lauréats de l'appel à projet économie d'eau qui bénéficieront d'une subvention aussi de l'Office de l'eau pourront plusieurs types d'actions visant à opérer des économies d'eau sur leur site. Sur la diapo suivante, vous verrez d'autres exemples de projets plutôt du côté du traitement des eaux usées. Alors, à l'écran, la photo nous montre un projet qui, lui, a été accompagné de plusieurs façons par l'Office de l'eau, techniquement au préalable, mais aussi financièrement pour la distillerie JM et l'amélioration de son process de traitement des eaux usées. C'est une distillerie qui avait déjà en place un traitement et l'objectif était de pouvoir affiner, de pousser ce traitement encore plus loin de façon à récupérer les eaux traitées et les réinjecter pour de la fertirrigation sur ces plantations. Donc, un process vertueux qui a mis plusieurs mois à éclore, mais qui finalement est en place. Alors, il y a eu une phase d'ajustement au départ avec des problématiques d'acidification, mais finalement, avec un peu de suivi et de l'accompagnement technique, c'est un projet qui fonctionne aujourd'hui. Puis on a d'autres projets qui ont également été financés, comme pareil, la technologie de filtre planté qui a été installée également chez Denel. On a accompagné également la brasserie Lorraine, l'usine d'embouteillage de coca et abattoir Bocaille pour les réhabilitations de leurs des eaux usées. À plus petite échelle, on a des garagistes qui ont pu bénéficier également d'une aide de l'Office de l'eau pour l'installation de séparateurs d'hydrocarbures sur leur site. TDA pour du recyclage de matière de vidange, on en a parlé, mais là, on est plutôt sur le volet pollution, maîtrise des pollutions. Et puis, l'usine e-compagnie qui a lancé une étude pour le recyclage des eaux usées sur son site. Donc voilà, toutes ces démarches un peu vertueuses, qu'on soit du point de vue des études ou du point de vue des travaux en réalité, peuvent être financés et aboutissent in fine à la maîtrise ou voire la réduction ou la suppression des pressions sur les milieux. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc, si vous avez des questions, et je ne doute pas que vous en aurez, vous pouvez vous adresser au service intervention pour l'Office de l'eau Martinique, qui répond au 05 96 48 47 25. Sinon, vous avez mes coordonnées qui s'affichent actuellement à l'écran. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Anthony pour cette présentation très instructive. Il y a encore quelques connectés avec nous, donc je vous propose de passer à l'étape des questions-réponses, s'il y a des questions. Donc, il n'y a pas de questions dans le fil de discussion. Elles viendront sans doute après. Oui, pas de questions pour l'instant. Peut-être que les présentations ont été très, très claires aussi. Alors, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder pendant qu'on a des entreprises avec nous, donc qui vous concerne tous les deux, donc l'Office de l'eau et Monsieur Trigaudet également. Donc, je vois qu'il est encore connecté. Parce qu'on a parlé beaucoup d'économie d'eau.
On a parlé aussi un peu de sécurisation de l'approvisionnement en eau en abordant l'eau de pluie rapidement. Mais il y a une autre solution que je sais que certaines entreprises envisagent et qui n'est pas forcément en cohérence avec les objectifs de l'Office de l'eau. Donc, c'est le fait de faire des stocks d'eau potable. Donc, je voulais connaître votre avis là-dessus et que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi c'est moins avantageux, donc déjà, d'un point de vue de l'entreprise et aussi du point de vue environnement. Alors, je ne sais pas si Johan Trigodet veut prendre la parole, mais bon, pour ce qui nous concerne, nous, puisque bon, il y a un enjeu financement aussi qui est lié, la récupération d'eau potable, c'est effectivement une thématique sur laquelle beaucoup d'acteurs de l'eau commencent à réfléchir, que ce soit dans le monde industriel, mais également dans nos collectivités, puisque beaucoup d'écoles primaires notamment, songent à faire du stockage d'eau potable pour limiter les effets des sécheresses, des coupures d'eau qui obligent les écoles à fermer. C'est une solution qui techniquement est viable. D'ailleurs, l'ARS ne l'interdit pas. Toutefois, il y a quand même des précautions d'usage à avoir à l'esprit quand on fait du stockage d'eau potable. Alors, le premier, c'est qu'en fait, il faut pouvoir respecter les temps de séjour pour limiter tous les phénomènes qui seraient liés à la contamination des eaux. Il faut aussi prévoir de bien faire son installation pour limiter les phénomènes de contamination par rétroaction sur le réseau public. C'est des choses qui ont pu déjà arriver aussi, sur lesquelles l'ARS a beaucoup communiqué à un certain moment. Maintenant, pour nous, à l'Office de l'eau, ce n'est pas forcément des pratiques qu'on va encourager d'un point de vue financier, parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'effet bénéfique sur le milieu, au sens où le stockage d'eau potable ne réduit pas les pressions sur les milieux récepteurs. On aura certes une sécurisation de l'approvisionnement pour l'industriel, pour l'activité, mais d'un point de vue milieu, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de bénéfice. Et j'ai envie de dire, ça peut même être parfois assez perturbant pour les services d'eau, parce que le jour où vous avez une sécheresse qui est annoncée, tout le monde se précipite sur ces vannes pour remplir les citernes, et d'un seul coup, il n'y a plus d'eau dans le réseau. Donc, ça peut parfois engendrer plus de problématiques que de bénéfices. Donc, pour ce qui concerne l'Office de l'eau et d'un point de vue impact sur le milieu, on n'a pas de financement pour ce type d'action. D'accord, très bien. C'est très clair. Merci beaucoup, Anthony, pour ta réponse. C'était plutôt adapté, les questions adaptées plus à l'Office de l'eau, mais j'ai mon avis aussi sur la question. Moi, c'est un peu le même avis qu'Anthony. C'est le fait du stockage longue durée et du fait de ne pas avoir des masses d'eau qui travaillent. Ça peut générer des développements bactériens. Ça veut aussi dire d'avoir soit un réservoir qui travaille régulièrement et surveiller aussi régulièrement. Donc, si on prend l'exemple des écoles, le week-end, quand les élèves ne sont pas là, la masse d'eau ne travaille pas. Donc, c'est plus compliqué. Ça veut dire des chlorations d'appoint qu'il faut mettre. Pour moi, c'est trop. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si on veut avoir une sécurisation. Maintenant, je pense que entre le bénéfice et le suivi qu'il y a, je pense que ça vaut vraiment pas la peine, parce que soit on n'utilise pas le réservoir, on l'utilise que quand il y a une carence d'eau, et dans ces cas-là, effectivement, c'est comme on disait avant, c'est plus compliqué pour gérer les allées et venues d'eau. Soit on garde le réservoir rempli et on a le risque d'avoir des développements. On doit prendre en compte chloration d'appoint, on doit prendre en compte nettoyage de réservoir, on doit prendre en compte vérification de la qualité d'eau. Enfin, ça rentre tout de suite, ça met tout de suite beaucoup plus de contraintes que de se fournir directement
sur le réseau et avec l'investissement qui va derrière et le prix au quotidien, quoi. Donc c'est pour moi une lourde charge par rapport à ce que ça fait gagner. Très bien, merci à tous les deux pour vos avis. Alors, il y a juste une question dans le fil de discussion. Donc, pourra-t-on recevoir la présentation? Donc oui, effectivement, la présentation sera envoyée aux entreprises qui ont participé, hein. Nous avons vos adresses mail normalement. Donc, on pourra vous l'envoyer, pas de problème. Et puis, le webinaire sera aussi en replay sur YouTube. Donc, vous pourrez de toute façon reconsulter ce webinaire. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose de clôturer le webinaire. Et puis, je vous remercie déjà à tous les deux, hein, d'avoir accepté l'invitation de la CCI sur ce thème. Et puis, voilà, on espère que la présentation a été suffisamment claire et que ça donnera peut-être des idées de projets aux entreprises qui participent. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. L'esprit gagnant. CCI Martinique.